Bien, alors si vous voulez vous asseoir, on va pouvoir commencer cette dernière table ronde, enfin cette première table ronde de la matinée, pardon, mais qui terminera la matinée. Donc une table ronde consacrée aux monographies d'écoles d'architecture en France. Alors, lors du congrès de 2016, ici, il y avait eu un atelier consacré à ces monographies. À l'époque, existaient deux monographies, hein, une sur Strasbourg qui avait été conduite par Anne-Marie Châtelet et du coup son nom m'échappe, Frank Storn, pardon, excusez-moi, et puis une sur l'école de Nantes qui avait été dirigée par un groupe de rédaction dont je faisais partie, alors avec Jean-Louis Violot, Philippe Bataille, le directeur de l'école, et Dominique Amouroux comme coordinateur. Et donc le programme ENSA 20 lancé donc, par Anne-Marie à la suite de sa publication avait pris en compte cette idée de monographie et toutes les écoles avaient été sollicitées à ce moment-là. Un certain nombre ont répondu. Des projets ont pu aboutir assez rapidement, comme le projet de Toulouse, hein, qui est sorti en 2019, si je ne me trompe. Le projet de Bordeaux, alors pour Toulouse, nous avons ici Constance Ringon et Enrico Chapelle. Constance Ringon, donc maître de conférence à Toulouse, et Enrico Chapelle, bon, actuellement un professeur à Strasbourg, mais qui était à Toulouse. Pardon, oui, je mélange. Oui. Non, mais aujourd'hui, toujours à Toulouse. Bon, excuse-moi, je fais une petite erreur. Qui est à Strasbourg, c'est toi? Non. Oui, excusez-moi, c'est voilà. Donc je rectifie. Donc Gauthier Boll, qui était à Bordeaux, mais qui est maintenant à Strasbourg et qui est l'un des directeurs de l'ouvrage sur Bordeaux, qui va paraître incessamment. Stéphanie Dadour, elle, avec Sybille Levaux, dirige l'ouvrage sur Grenoble, qui est en cours hein, de fabrication, et André Sauvage, qui est quelque chose d'un peu différent, l'un des deux rédacteurs, l'un des deux auteurs, avec Daniel Lequédic, de l'ouvrage sur Rennes. Alors d'autres ouvrages sont en gestation, mais moins avancés hein, que ceux dont nous avons invité les auteurs aujourd'hui. Alors, je voudrais effectivement aborder avec vous un certain nombre de questions. Chacun aurait pu s'exprimer sur tous les thèmes qu'on va aborder, mais on a un temps limité. Donc, je poserai des questions plus spécifiques à l'un ou à l'autre en fonction d'éléments qui m'ont apparu plus développés hein, dans tel ou tel ouvrage. Mais d'abord, je souhaiterais... Alors, je dois dire aussi que nous regrettons l'absence de Fabrice Cafouquet, qui devait nous parler de l'ouvrage sur Marseille, hein, donc élaboré par une équipe du laboratoire INAMA. Elle n'a pas pu, enfin, elle a dû renoncer hein, à venir, et aucun de ses deux collègues qui dirigent l'ouvrage, Rémi Borouet et Annabella Diarojo, n'a pu se libérer. Donc il manque effectivement cette... monographie qui devait aussi être abordée ce matin. Donc, je vais donner la parole à chacun des représentants des quatre monographies, d'abord, pour une présentation globale de ce qu'on pourrait appeler l'économie de l'ouvrage, la chronologie hein, qui a été retenue. Comme le soulignait, je crois que c'est Daniel tout à l'heure, certains ont commencé à travailler sur le XVIIe siècle, le XVIIIe, et puis d'autres, comme Marseille, justement, se tient rigoureusement dans le temps 1905-2005, qui était la chronologie de ENSA 20, mais parce que chaque école... Alors, parce que chaque école veut qu'on s'intéresse à un temps particulier. Et il a pu être abordé effectivement par les différents ouvrages, soit globalement l'histoire de l'enseignement
à Toulouse, à Grenoble, etc., ou l'histoire de l'École nationale supérieure d'architecture et de ses antécédents, qui était l'école régionale. Voilà, c'est une façon un peu différente de prendre les choses. Alors, on va peut-être commencer par l'ouvrage qui est déjà paru, hein, qui est celui de Toulouse. Donc, Enrico, je vous laisse la parole. Oui, merci. D'abord, comme vous avez bien précisé, je précise que cet ouvrage est paru en 2019, donc il y a 2 ans, presque 3 ans, en réponse à une demande de la direction de notre école qui souhaitait vraiment faire paraître cet ouvrage à l'occasion de la célébration du 50aire de la création de l'unité pédagogique d'architecture de Toulouse. Et aussi, autre donnée de contexte non important, avant aussi le lancement du concours pour le réaménagement des locaux de l'école qui a lieu et dont le chantier va démarrer en 2022. Donc, on est un peu été pris, nous, l'équipe qui s'était formée de façon bénévole suite à la sollicitation des responsables de ce programme de recherche. Voilà, par la rapidité de cette décision, et donc nous avons décidé de faire un ouvrage de synthèse très, très rapidement, qui regroupe en partie les premiers résultats des recherches que nous avions entamées, et puis aussi des textes qui avaient déjà été publiés, qui existaient déjà sur l'histoire de l'enseignement à Toulouse, et qui avaient été publiés sur des supports divers. Et donc l'idée c'était de les recueillir dans un seul ouvrage. Par exemple, la contribution de Marjorie Guilan sur l'Académie royale des peintures, des sculptures et architecture de Toulouse, créée en 1750, donc au XVIIIe siècle. Et donc on ne s'est pas lancé, nous, pour revenir un peu à cette question, sur des recherches sur le XVIIIe, le XIXe siècle, mais il existait déjà un certain nombre de choses. Et l'un des contributeurs de cet ouvrage, Jean-Henri Fabre, bon, que vous connaissez parce qu'il a participé, il est très actif à plusieurs rencontres que vous avez organisées. Lui, justement, il a une approche de la recherche sur la longue durée, et notamment il donne beaucoup d'importance justement à la continuité entre les BASI, l'école des beaux-arts et des sciences industrielles de Toulouse, et puis l'école d'architecture qui existe aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc il y avait aussi des choses sur les temps. Donc, ce qui explique aussi le sous-titre, prémisse d'une histoire. Pour nous, ce n'est pas un ouvrage qui rend compte d'un travail accompli, mais qui regroupe un certain nombre d'informations, des données qui pourront être utilisées dans le cadre d'autres recherches. Sur le champ chronologique, donc, il commence au XVIIIe siècle, et il arrive notamment la première partie, que c'est la partie, donc je commence aussi à présenter l'organisation. Il se compose de 3 parties. Une première partie où il y a des contributions des chercheurs qui ont étudié l'enseignement à Toulouse, l'histoire de l'enseignement à Toulouse, et en s'appuyant notamment sur des sources d'archives. Il fait une centaine de pages. Puis il y a une deuxième partie qui regroupe les témoignages d'enseignants qui se sont impliqués beaucoup dans la recherche et puis dans la création des unités de recherche à Toulouse, qui traitent plutôt de la période postérieure, donc du début des années 1980 jusqu'aux années 2010. Et puis il y a une troisième partie qui rend compte de la campagne de dépouillement des archives que nous avons entamées dans le cadre de cette recherche. Et donc, je crois, Constance parlera plus tard. Je ne sais pas si j'ai déjà répondu à la question. Oui, alors une petite question. Donc, effectivement, il y a beaucoup de témoignages, notamment pour ce qui concerne la recherche. Alors, en termes de méthodologie, ce sont les acteurs eux-mêmes qui s'expriment, ou l'autre solution aurait été que les historiens rédigent à partir d'entretiens avec les acteurs. Vous avez choisi
de donner la parole directement aux acteurs. Non, justement, la campagne d'entretien avait été programmée, avait été souhaitée de la faire, mais en réalité, nous avons distribué une page avec des questions, et puis chaque auteur, à partir de cette page, a fait ce qu'il a souhaité, a dit ce qu'il a souhaité dire, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il faut se dire que cette partie se compose en partie déjà des témoignages, des présentations qui avaient été présentées lors de la table ronde qui avait été organisée en juin 2017, lors du premier séminaire, auquel nous avons ajouté, que nous avons complété avec d'autres témoignages à la suite, en allant demander directement aux personnes. Voilà, merci. Gauthier, je vous pose la même question. Oui, alors il y a des dynamiques qui sont communes, je pense, avec ce qui vient d'être dit par Enrico sur le projet toulousain. Donc nous, l'ouvrage sur l'histoire de l'enseignement à Bordeaux va sortir dans un mois, normalement, fin novembre, aux presses universitaires de Bordeaux, dans une collection dirigée par Claire Parrain, Architecture et Paysage. Le projet est vraiment, quelque part, effectivement, un des fruits du programme ENSA20, puisque suite à l'organisation de ce séminaire conjoint à Toulouse et à Bordeaux, l'intérêt notamment effectivement des tables rondes qui ont été soulignées par Daniel Le Coedic à Bordeaux a fait naître une dynamique. Il faut dire que c'était pas un terrain totalement vierge. Gilles Rago avait déjà posé un certain nombre de jalons, repéré un certain nombre de sources, et puis voilà, progressivement les forces se sont agrégées, et l'ouvrage qu'on propose finalement poursuit en partie des contributions qui étaient présentes au moment du séminaire ENSA20 en 2017, mais il y en a de nombreuses nouvelles, puisque en fait on a une première partie de l'ouvrage avec des contributions de chercheurs et d'historiens qui évoquent l'histoire sur la longue durée de l'enseignement de l'architecture à Bordeaux, donc du 18e à nos jours. Et sur ces 12 contributions, il y en avait à peu près la moitié qui étaient des gens déjà présents au séminaire de Bordeaux, et puis l'autre moitié qui sont des nouveaux qui se sont aussi positionnés sur ce sujet. Et un petit peu comme pour Toulouse, on a on a en réalité 4 parties, mais on a une autre grande partie conséquente avec des témoignages d'acteurs. C'était pas tout à fait notre idée, mais bon, le contexte sanitaire nous a poussé effectivement à plutôt une récolte de témoignages écrits, en leur donnant aussi une trame, mais très, très légère, je dois dire, et ça donne des témoignages assez variés, assez libres. Et on a mis à part aussi, dans une partie intermédiaire, donc la deuxième partie, des témoignages qui nous paraissaient être plutôt des postures théoriques d'enseignants. C'est-à-dire que dans les témoignages, il y avait un certain nombre de gens qui s'exprimaient plutôt sur leurs souvenirs en tant qu'étudiants, ou enseignants même, mais l'ambiance de l'école comme telle qu'ils l'ont connue. Et puis il y a eu un certain nombre de textes qui étaient plutôt des textes d'affirmation théorique qu'on a mis un petit peu à part, à l'articulation entre les contributions historiques de la première partie et les témoignages de la troisième. Et aussi le choix qu'on a fait, c'est d'avoir une dernière partie avec des sortes de matériaux pour la recherche qui sont bien constitués, mais qu'on pourrait poursuivre, notamment des annuaires d'enseignants et d'étudiants. Merci. Donc je vais passer la parole à Stéphanie Dadour. Donc un ouvrage qui apparaît plus comme un ouvrage d'historien que comme des témoignages d'acteurs. Je dirais que c'est un peu des deux. Donc on avait la même ambition qu'à Toulouse de publier cet ouvrage pour 2019 à l'occasion des 40e anniversaires des écoles, mais ça n'a pas du tout fonctionné de notre côté, parce qu'effectivement il y avait très peu de gens à l'école ou qui connaissaient bien l'école, qui avaient effectué du travail sur, que ce soit l'histoire de l'enseignement ou l'histoire des institutions d'enseignement de l'architecture à Grenoble. Donc on avait vraiment un terrain assez vierge à ce niveau-là. Et il a fallu, avec Sybille Levotte, donc effectuer un travail d'archives afin que nous puissions toutes les deux accumuler la matière nécessaire à partir de ces archives-là pour tout d'abord écrire une histoire très chronologique, très linéaire de l'enseignement de l'architecture à Grenoble. Donc dans l'ouvrage, cette histoire-là commence en 1898, qui est le moment de la restructuration de l'enseignement de l'architecture à Grenoble
qui aspirait en tout cas à regrouper l'ensemble des formations artistiques dédiées aux ouvriers d'art, et qui était donc l'école des arts industriels. C'est en 1898 qu'elle est fondée par Henri Ding. Donc on part de cette date-là et on remonte jusqu'en 2005. L'ouvrage est constitué de 3 parties. Donc une partie très historique où, voilà, avec Sybille, on présente ce travail-là assez conséquent, donc voilà, assez long. Et ensuite, le reste de l'ouvrage est composé d'articles qu'on a commandés à des personnes, donc que ce soit des enseignants, des anciens enseignants, mais aussi des personnes qui ont participé aux activités de cette école, mais qui ont un recul critique parce qu'ils ils ont fait autre chose par la suite. Et une deuxième partie, voilà, qui articule recherche et pédagogie, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment l'identité de l'école grenobloise que d'articuler très tôt, dès les années fin 68, début 70, la recherche à la pédagogie, et une troisième partie qui revient sur les productions qui ont été valorisées à l'école. Donc ça, c'est pour les 3 parties. Nous avons fait une grande campagne avec Sybille d'entretien avec différents acteurs, donc d'anciens étudiants qui sont devenus enseignants, donc le passage avant 68 et post 68 nous intéressait bien sûr particulièrement. Et bon, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, un travail d'archives et de dépouillement des archives qui nous a pris plus de 3 ans, donc on continue. Merci. Et donc le cas donc, de l'école d'architecture de Bretagne. Merci. Puisque ce n'est plus l'école d'architecture de Rennes, mais l'école nationale supérieure d'architecture de Bretagne. Donc 2 auteurs qui se sont répartis. Je suis rentré dans cette histoire-là, si je puis dire, par l'intervention extérieure de Daniel, qui donc m'a incité à participer un petit bout de l'encyclopédie, juste à la fin, pour apporter quelques éléments d'information sur une période plus récente. Parce que entre nous deux, il y a, je dirais, une séparation, une organisation, plus exactement, du travail, qui fait que Daniel, qui a depuis longtemps travaillé sur petit à petit l'émergence de l'enseignement de l'architecture en France, eh bien, travaille plus particulièrement sur la période d'avant 1968 et moi-même après 68. Il se trouve aussi paradoxalement que ce sont 2 intervenants, 2 auteurs qui sont en cours de réalisation de l'ouvrage, qui ne sont plus dans l'école d'archi. Donc, ou plus exactement, l'un, Daniel, ne l'a jamais été, et moi-même qui suis parti. Alors, partant de là, si vous voulez, comment on s'est organisé? Eh bien, on s'est organisé du point de vue de la méthode, je dirais, à partir d'une certaine manière de l'ADN de nos disciplines de départ, puisque Daniel est plus historien et moi-même je suis plus sociologue. Alors, s'agissant, moi je verrais donc l'organisation de notre travail en 2. Il y a la période d'exploration, si je puis dire, des données, et évidemment, les manières de faire sont un petit peu différentes. Daniel a beaucoup travaillé et continue à travailler sur les sources d'archives principalement, mais aussi évidemment avec la lecture d'un ensemble documentaire extrêmement impressionnant qui permet d'éclairer, je dirais, dans une période lointaine, puisque on a évoqué ce matin qu'on pouvait remonter jusqu'au XVIIIe siècle, cette période finalement où petit à petit tout un ensemble de sociétés, d'architectes, mais aussi d'organisations centrales sont intervenus pour reprendre cette idée que l'architecture petit à petit devenait une nécessité pour les sociétés au cours du XIXe siècle de s'organiser. Et donc toute cette phase-là, qui s'est appuyée essentiellement, encore une fois, sur des données d'archives, mais aussi de lecture, permet de comprendre comment
à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et notamment à Rennes, mais on y reviendra peut-être, que cette question de la création d'une école devient évidente. Donc, de mon côté, eh bien, j'ai participé, enfin, je travaille plus avec cette idée, effectivement, de recueillir tout un ensemble de documents et aussi de questionnements des anciens acteurs que je connais. Hein, donc, ça a été un petit peu la base de mon information. J'ai fait une 60aine d'entretiens, que ce soit d'anciens enseignants, directeurs, étudiants, mais aussi archivistes à l'école, par exemple, qui ont une bonne vue de ce qui s'est passé dans cette période plus récente, mais aussi recueilli des dessins, des photos, ou des vidéos, c'est un peu classique. Voilà. Et puis aussi, il y a les souvenirs directs, puisque moi-même, j'ai été un acteur pendant 40 ans dans cette école, et c'est un peu toute la question à la fois des archives que j'ai accumulées, qu'il faut relire autrement, et deuxièmement aussi d'une certaine, je dirais, utilisation critique. Et cette utilisation critique, je la fais en discussion avec d'autres personnes qui ont vécu à peu près les mêmes événements, de façon à prendre un peu de distance. Alors, voilà un petit peu pour la méthode que l'on suit. S'agissant de la méthode d'exposition, qui est le deuxième aspect que nous engageons actuellement, eh bien, on suit une stratégie qu'il faut qu'on harmonise, mais un petit peu différente. D'une part, enfin, je dirais que pour la partie précédente, si je puis dire, à la refondation, à la réforme, l'exposition se fait sous forme de récits d'acteurs, et je veux dire des acteurs à la fois architectes, mais aussi politiques, et des responsables des sociétés d'architectes, enfin, etc. Donc avec des personnalités qui émergent, qui viennent au devant de la scène. En Bretagne, à Rennes, c'est Martenot, c'est Le Ray, c'est Lefort. Pour la seconde, je dirais, présentation et exposition, j'essaye de faire une sorte de mosaïque thématique où l'on oriente notre regard façon plutôt bottom-up, forme d'écriture d'un basculement dans la formation des architectes, parce que les étudiants se placent au centre, parce que leur poids démographique augmente, parce qu'ils sont d'actifs opérateurs et qu'ils font littéralement leur école d'architecture. Et que cela se marque et se remarque finalement dans ce qui arrive dans cette histoire de l'école. Merci. Alors, plusieurs d'entre vous avaient évoqué la question des matériaux, des sources. Et alors, il se trouve que le livre de Toulouse consacre, je crois, 45 pages à la publication de matériaux, de dépouillements, de sources, etc. Donc, Constance, voulez-vous nous parler de cela? Oui, merci. Donc c'est vrai que ce travail sur l'histoire de l'enseignement tel qu'on a pu le mener à Toulouse nous a permis aussi, dans un premier temps, de faire de construire un panorama des sources existantes et permettant de raconter cette histoire. Donc on avait vraiment la volonté, à travers la publication de cet ouvrage, de pouvoir offrir un outil à d'autres chercheurs, des futurs chercheurs, en leur proposant, si vous voulez, un panorama qui permette de savoir où se situent ces sources. Alors je peux revenir un petit peu sur l'ensemble de ce tableau tel qu'on l'a construit. Donc sur la période concernant les beaux-arts et les débuts de l'école régionale, on s'est concentré véritablement sur des archives qui se situent toujours aux Beaux-Arts de Toulouse, donc à l'ISDAT, qui est le nouveau nom de cette école historique dans laquelle les études d'architecture se faisaient avant les années 70. Donc il dispose encore d'un large panel de documents qui traitent de dossiers d'anciens étudiants et d'anciens enseignants, qui proposent également un ensemble de dessins. Ils ont également déposé certaines de leurs archives aux archives municipales, où on retrouve notamment les catalogues d'ouvrages qui étaient disponibles dans les bibliothèques de l'école des Beaux-Arts. Donc ça, c'est vraiment une des premières sources sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour conduire cette recherche. Ensuite, évidemment, il y avait la période concernant l'école régionale
dans sa seconde partie, dirons-nous, ainsi que l'unité pédagogique. Et à ce moment-là, nous nous sommes tournés vers les archives départementales dont nous avons opéré le dépouillement parallèlement. Nous nous sommes rendus compte à cette occasion que de nombreux documents avaient été déposés aux archives départementales par l'école d'architecture, donc par l'unité pédagogique. Et c'est à cet endroit que nous avons recueilli un ensemble de documents qui constitue un des 2 cahiers graphiques de l'ouvrage, qui est consacré au plan du projet mené par Georges Candilis et Raymond Malebranche sur la réalisation de l'unité pédagogique. Nous avons également retrouvé tout un ensemble de documents qui traitent des périodes ultérieures, avec des comptes rendus de CA notamment jusqu'aux années 1990. Autre source non négligeable, évidemment, il s'agit de l'école d'architecture, donc qui recense les TPFE et les PFE depuis 1973, qui sont toujours disponibles à la bibliothèque, qui est un matériau non négligeable pour comprendre un petit peu les enseignements qui ont été menés, les directeurs d'études qui se sont succédés, qui ont travaillé ensemble. On y retrouve, alors suite à cet intérêt, on a également pu se questionner sur les personnes qui avaient œuvré pour la mise en place d'archives qui n'étaient pas considérées comme des archives à l'origine, mais par exemple à travers la figure de Christian Cross, qui a été longuement le photographe de l'école d'architecture, on a été amené à dépouiller un autre fonds d'archives, dans une certaine mesure évidemment, un fonds plus vaste qui donne une entrée particulière à l'histoire de cette école, une entrée visuelle à travers les photographies qui racontent à la fois les chantiers de l'école, donc qui sont présentés dans le 2e cahier graphique de l'ouvrage, mais qui racontent aussi d'autres moments qui peuvent être des moments de rassemblement, des moments politiques aussi, des moments plus festifs qui racontent une autre histoire de l'école, et donc nous avons mis à jour en contactant Christian Cross. Enfin, dernier point, et non négligeable, il s'agit des sources orales qui, de notre côté, ont été utilisées ponctuellement en ciblant des objets d'étude, par exemple la place de la recherche, comme Enrico Lachapelle l'a mentionné. Donc il y a eu quelques entretiens préalables avant aussi la mise en écriture de ces textes parmi les différents acteurs. Également la place des femmes dans cette histoire, donc je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant. Donc ce qui nous permet aujourd'hui de dresser un tableau général de l'ensemble des sources qui peuvent permettre d'écrire cette histoire, avec quelques regrets et quelques limites qui concernent notamment un ensemble de fonds qui ont été déposés au musée Paul Dupuy, qui sont les dessins des étudiants durant la période de l'école régionale d'architecture de Toulouse, qui n'ont pas été traités et qui malgré l'aide d'Arlette Auduc, nous n'avons pas pu y avoir accès car le conservateur ne souhaite pas apporter un traitement pour l'instant. Voilà. Merci. Bien, merci. Alors je peux dire juste un tout petit mot sur l'école de Marseille. Ils ont choisi de publier dans le cours de l'ouvrage le programme de l'année 1984-1985. Alors je n'ai pas d'explication malheureusement pour le choix de cette année-là qui devait correspondre à quelque chose de particulier pour l'école, mais bon, c'est un choix que je souhaitais indiqué là. Alors, aussi quelques mots sur la fabrique de cet ouvrage de Marseille. Ils avaient beaucoup de sources pour ce qui concernait l'école régionale de l'architecture. Par contre, très très peu d'archives pour l'unité pédagogique et l'école d'architecture. Donc cette deuxième partie est essentiellement constituée à partir des archives des enseignants ou des anciens enseignants, des anciens étudiants ou des enseignants encore en activité, des archives privées donc et non pas les archives publiques. Ils ont quand même pu reconstituer effectivement cette histoire. Voilà. Tout à l'heure, Marie-Jeanne Dumont nous disait que le moment 68 même n'avait peu donné, même pas du tout donné d'articles ou d'interventions. Il est évidemment traité dans la plupart des ouvrages, mais de façon différente. Et c'est vrai que on pourrait penser qu'il s'agit beaucoup de continuité plus que de rupture, ou de moins c'est ça qui a été regardé. Gauthier Boll nous parle dans un chapitre de son livre de l'histoire de l'école de Bordeaux de 1928 à 1978, c'est-à-dire englobant ce moment 68. Et donc ça serait intéressant que vous nous expliquiez ce choix. Oui, alors c'est vrai que
Donc, simplement pour compléter ce que je disais tout à l'heure, nous, c'est la forme plutôt effectivement d'un ouvrage collectif. Donc là, le choix évoqué, c'est le choix que j'ai fait sur ma propre contribution. Oui. Mais voilà, on a une multiplicité d'approches selon les auteurs. Ce qui m'a frappé à titre personnel quand j'ai commencé à me plonger dans les archives de l'école d'architecture, c'est justement plutôt des effets de continuité que de rupture, même s'il y avait pas mal encore de témoins, d'acteurs qui nous parlaient de moments très fondateurs autour de 68. On sentait bien que finalement, en quelques années après 68, il y a quelque chose un ordre entre guillemets qui s'est rétabli. Et on parlera peut-être tout à l'heure de la construction des locaux, mais que quelque part, au fil des années 70, s'est réaffirmé un modèle d'enseignement relativement conservateur à l'école d'architecture de Bordeaux. De plus, donc moi, dans ma contribution, je travaille sur la prosopographie des étudiants. Et je travaillais plutôt effectivement sur l'histoire de l'école régionale, mais quand en 68 quand on supprime l'école régionale d'architecture de Bordeaux, il y a un certain nombre d'élèves qui ont engagé leur cursus au sein de l'école régionale, mais qui vont le poursuivre ensuite au sein de l'unité pédagogique. Donc ça me semblait important de pas arrêter cette prosopographie pile en 68, mais de continuer sur plusieurs années pour voir aussi leur devenir, pour voir ceux qui restent, ceux qui partent. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui, justement, face à cette réaffirmation, on pourrait dire conservatrice, c'est un peu caricatural, mais partent et vont venir dans des unités pédagogiques parisiennes. Donc il y a là des mouvements et des trajectoires étudiantes qui sont très intéressantes à examiner au-delà de 68, justement. Merci. Et l'école d'architecture de Bretagne, donc Daniel Lequédic, dans sa longue histoire de ce qui se passe jusqu'en 68, s'attache, me semble-t-il, d'après le projet que j'ai eu entre les mains, à des moments un peu particuliers, comme la création de l'école régionale, le moment de la Seconde Guerre mondiale, non, de la Première Guerre mondiale, le moment de Vichy, oui, également, et puis donc rupture d'auteur, pourrais-je dire, en 68, et c'est André Sauvage qui prend le relais, mais vous commencez effectivement un peu avant 68, vous êtes dans les années 60, dans un moment de bouleversement préalable, et puis, jour d'après le projet que j'ai eu entre les mains, pour la partie qui vous concerne, vous accordez beaucoup d'importance aux questions de gouvernance de l'école, et il apparaît que ce sont effectivement ces moments où c'est la boulée, on va dire l'Assemblée générale peut-être, qui gouverne l'école, qui fait effectivement un moment, et puis les différentes directions de l'école qui sont importantes dans ce séquencement. Effectivement, enfin, cette période finalement du départ d'une UP à Rennes a été vraiment un bouleversement très, très, très profond, puisqu'il y a une rupture radicale entre, d'une part, ce qui était l'enseignement préalable et les enseignants préalables, puisque en 1968, la totalité, sauf un enseignant, disparaît de l'école. Et une nouvelle direction et de nouveaux enseignants arrivent. Des gens qui n'avaient jamais fait d'enseignement et des gens qui se trouvent affrontés à des étudiants, comme vous le disiez tout à l'heure, qui auparavant étaient là, qui avaient une expérience de ce qu'était que l'école, l'enseignement, qui n'en voulaient plus ou moins plus, mais qui malgré tout, assez vite, se sont confrontés à ces gens qui arrivaient de l'étranger, puisque l'essentiel était des Québécois, qui amenaient d'une certaine manière une culture américaine, puisque entre le Québec et puis les États-Unis, c'était extrêmement poreux. Je rappelle qu'en 65, une grande enquête et une grande remise en cause de l'enseignement aux États-Unis était parue au MIT, qui a beaucoup inspiré les Québécois. Bref, ils arrivent là, notamment avec Beaupré, et au bout d'un an, c'est le clash. Au bout d'un an, les étudiants, une partie des étudiants, pas tous, une partie était très favorable à cet enseignement, mais parce qu'il y avait de bonnes relations vraisemblablement avec les enseignants, les quelques enseignants, mais sans une visibilité de vers où on allait. Donc, clash, et un personnage va jouer un rôle important, c'est Beauclé, pour essayer de calmer les choses. Et en fait,
la résorption ou le dépassement de ce conflit a été fait par une prise en considération qu'il fallait effectivement, à un moment donné, qu'il y ait du débat, de la discussion, et d'une certaine manière, j'ai cru entendre ce matin que les étudiants demandent beaucoup de l'écoute. Eh bien, à cette époque-là, ça a été un petit peu, non pas l'écoute, mais l'expression, puisque 68, c'est pas la peine d'en parler, mais c'était l'expression de tout le monde. Et là, pendant un an, eh bien, l'expression était plus ou moins acceptée. Bref, on dépasse cette première difficulté par bon, on a parlé de la boulée, effectivement, l'invention, qui vient, comme a été dit tout à l'heure, des Grecs, où c'est l'expression un peu libre, et où à la fin il y a un vote ou une décision d'aller dans une orientation. Alors, je rappelle, si vous voulez, que c'était le moment où commence à émerger l'idée que c'est l'autonomie la plus totale qui va s'imposer à l'école. C'est-à-dire que c'est l'autonomie des étudiants, c'est l'auto-évaluation, on va jusque-là même évoquer, et l'auto-proposition aussi de projets, à condition que la proposition des étudiants trouve un professeur. Bref, donc on était dans cet univers-là, et je crois que octobre 71 a été la fin de ce débat, avec la publication de ce qu'on a appelé la charte, c'est-à-dire, d'une certaine manière, du coup, l'expression posée dans un texte, des orientations prises, des objectifs poursuivis, faire un nouvel architecte, d'une certaine manière, faire advenir un nouvel architecte, et avec les cadres, je dirais, d'enseignement qui vont avec. Donc ça a été un premier moment, mais est-ce que je continue sur... Parce qu'il y a 2 ou 3 moments ou difficultés importantes qui sont en matière de gouvernance apparues à Rennes. Le deuxième type de problème de gouvernance a été autour, finalement, des locaux. C'est-à-dire que nous étions dans des locaux, je dis nous parce que j'étais enseignant à l'époque, des locaux qui étaient complètement inacceptables et inadaptés. Et donc, le ministère avait accepté qu'il y ait... un projet pour une nouvelle école. Or, je pense qu'il y a eu un deuxième type de difficulté, c'est que le directeur de l'école a été contraint d'être en même temps un maître d'ouvrage qui n'avait pas de compétences et donc pas de moyens. Et donc, ça a été extrêmement, une période très très compliquée. Je veux dire, un certain nombre de gens plaisantaient en disant on est dans l'architecture de l'impuissance, ou dans la maîtrise d'ouvrage de l'impuissance. Mais je rappelle que ça a coûté très cher, puisque 4 projets successifs vont échouer. Et donc, c'est-à-dire que le directeur qui était en même temps, qui devait être la maîtrise d'ouvrage, ne réussissait pas, il ne pouvait pas tout faire à la fois. Dieu merci, le ministère de la Culture a compris et a créé les outils qu'il fallait ensuite pour faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Et puis un dernier type de problème autour des directeurs. Là aussi, ça a été un moment très compliqué. Car en effet, à un moment donné, il y a eu une sorte d'opposition, les directeurs s'usant, et notamment celui-là, s'usant pour toutes ces raisons, avaient amené une sorte d'opposition de l'ensemble des enseignants dans les orientations prises. Et à cette époque, dans les années 80, il n'y avait aucune solution pour résoudre les conflits qu'il y avait entre le directeur et le conseil d'administration. Et ça a amené, je dirais, à des décisions très compliquées qui ont fait que il y a eu des votes, etc., et qui, au bout du compte, ont amené, d'une certaine manière, le président du conseil d'administration d'être convoqué par le directeur national de l'époque sur d'une certaine manière, ce qui n'aurait pas dû se faire, c'est-à-dire qu'un conseil d'administration vote et transmet à la direction centrale une décision de rejet d'un directeur, et en fait, le directeur du port à l'époque a convoqué le président pour lui faire des remontrances, tout en entérinant la décision
par la nomination d'un autre directeur. Donc, tout ça pourrait, et il y aura encore d'autres cas au sein de l'école qui ont fait que les problèmes de direction et les problèmes de gouvernance ont été rémanents. Merci. Et donc, pour revenir à Toulouse, donc, qui est, comme vous nous l'avez expliqué, des prémices, c'est-à-dire l'état de la recherche au moment où vous avez publié en 2019, il apparaît que vous accordez beaucoup d'importance au moment de création, comme la création de l'ERA, la création de l'UP. C'est ça, en effet, les contributions en tout cas qui apparaissent dans cet ouvrage, finalement, ont ciblé deux moments charnières. Celle du passage de l'EBASI à ce qu'est l'école des beaux-arts des sciences industrielles de Toulouse à l'école régionale, qui a lieu finalement très tard par rapport à d'autres écoles, en 1940, 1942, entre 1940 et 1942. C'est un moment qui surtout a été étudié par Jean-Henri Fabre, qui insiste beaucoup sur la différence de pédagogie entre ces deux institutions, mais ceci qui a été abordé par Laura Girard, qui a justement abordé la création à travers la figure du premier directeur de l'ERAT, Jean-Louis Gillet. Bon, en même temps, il y a aussi beaucoup de continuités entre les années 30 et les années 50, parce que finalement, les enseignants qui vont enseigner à l'école régionale à Toulouse, ils sont recrutés dans les années 30, quand c'était encore l'école des Beaux-Arts. Donc, et en 1942. Et la continuité est montrée aussi par les liens que l'école de Toulouse a avec les ateliers parisiens, les ateliers de les Maresquier. Donc c'est quelque chose qui est déjà en place durant toute la première moitié du XXe siècle et continue à rester en place pendant la période de l'école régionale. Puis le deuxième moment charnière, c'est vrai, c'est celui de 68, mais c'est pas 68 en tant que tel, où c'est vrai que le cas de Toulouse se rapproche plus du cas de la Bretagne, de Rennes, que du cas de Bordeaux, parce qu'il y a un véritable changement déjà dans le corps enseignant. Mais ce moment démarre, je dirais, au début des années 1960, avec l'arrivée à Toulouse des thèses de Tim Ten, la construction du quartier du Mirail, Candilis, qui devient un peu la référence principale sur laquelle s'appuient les étudiants qui, déjà en 65, créer l'atelier, c'est-à-dire l'atelier qui va s'adosser au groupe C de Candilis au Grand Palais, tandis qu'au préalable, je crois que c'est une spécificité de l'école de Toulouse s'était rattachée au groupe A. Donc il y a effectivement deux ateliers qui continuent à coexister pendant 3 ans, qui s'est réunis. Mais lors de cette réunification, tous les enseignants, les patrons d'atelier, autant ceux de l'atelier A que de l'atelier C, finalement, sont virés. Et il y a des nouveaux enseignants qui sont recrutés, qui sont des enseignants étudiants, mais qui sont aussi des enseignants qui viennent des pays étrangers. Donc, par exemple, Malebranche, qui va jouer un rôle important, qui construit l'école avec Candilis, avec Degré, qui lui vient de l'Union soviétique. Il est haïtien, mais il avait étudié à Moscou, à l'Institut d'architecture et d'urbanisme de Moscou. Et donc, déjà, on peut dire ça, que dans la pédagogie qui est mise en place, les programmes pédagogiques, Toulouse se caractérise par un véritable laboratoire. J'ai entendu ce matin quelqu'un qui disait il y avait un programme nouveau qui apparaissait tous les ans. C'est ça qui arrive à Toulouse. Durant toutes les années 1970, les premières années de vie de l'unité pédagogique. Et après, il y a un troisième moment, je pense, qui doit encore être étudié, qui n'est pas présent dans l'ouvrage, c'est le début des années 1980. Parce que là, on commence vraiment à revenir, à produire un regard très critique vis-à-vis de ce qui avait été fait pendant les premières 10 années de l'UPAT,
dans un contexte qui est celui aussi du regard posé sur la ville, sur l'histoire, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose de significatif, c'est que c'est justement à partir du début des années 1980 qu'à Toulouse, on commence à parler d'un déménagement de l'école du Mirail au centre-ville. Donc d'un retour de l'école, donc il venait d'être reconstruite l'école, mais on commence à penser, et c'est un sujet qui continue à exister à Toulouse, qui a continué à exister pendant 30 ans, et qui enfin a été résolu il y a quelques années avec la décision de rester au Mirail et d'agrandir le site au Mirail. Mais je crois que ce besoin du corps enseignant, qui pourtant était, ce sont des nouveaux enseignants qui ont été recrutés dans les années 70, en tout cas d'une bonne partie du corps enseignant, de revenir au centre-ville, c'est emblématique aussi d'une autocritique vis-à-vis de ce qui s'est passé durant les années 1970 et donc de l'unité pédagogique. Voilà. Oui, donc la question de l'implantation de l'école est effectivement très importante pour Grenoble. Vous accordez dans l'ouvrage une place importante à ce rapport entre les locaux, leur implantation, la pédagogie. Stéphanie. Alors, effectivement, on y revient de manière ponctuelle dans cette introduction dont je vous ai parlé, mais aussi lors d'un deuxième épisode qui est celui de l'extension donc, de l'école de Simonet, texte qu'on a commandé à Franck Delorme parce qu'il est à la fois historien, mais aussi il a vécu cette histoire de l'extension de l'école et qui ramène son point de vue là-dessus. Mais au-delà de l'architecture de l'école, moi, ce que j'avais envie aujourd'hui de relever comme idée, c'est plutôt les liens entre les locaux et la pluridisciplinarité. Parce que cette histoire de déménagement de l'école, de la conception, de la reconstruction d'une nouvelle école pour Grenoble, a vraiment été l'occasion, dans la pédagogie, très tôt, début des années 70, de concevoir un tas d'enseignements très pluridisciplinaires, où il était question d'imaginer cette école. Donc les étudiants étaient invités avec leurs enseignants à imaginer cette école, et donc mise en place d'une série d'enseignements qui se rapportent à la pédagogie, aux sciences humaines et sociales, à la prise en considération du quartier, mais avec un réel intérêt à la préfabrication. Donc construction, sociologie et enseignement du projet, une série d'enseignements, mais qui augmentait d'année en année au début des années 70 pour arriver à imaginer ce que serait une école d'architecture pour ces années-là, donc de l'après 68, mais aussi qu'est-ce que doit être un programme pédagogique. Et donc ça a été un moment assez foisonnant qui a rassemblé beaucoup d'enseignants qui a priori n'avaient rien en commun, même si par la suite ça a aussi créé des frictions entre ces enseignants. Ça a été vraiment un chapitre assez moteur dans l'histoire de l'après 68 à l'école. Et une deuxième tendance que l'on remarque et dont on est en train de discuter justement pour l'écriture d'un texte pour le séminaire de Brest, donc qui revient sur la pluridisciplinarité, et l'idée qu'une fois que l'école déménage, donc les nouveaux locaux conçus par Simonet sont accessibles au corps enseignant étudiant, il y a affirmation dans le programme pédagogique d'un renouvellement. Donc il y a renouvellement, oui, dans l'après 68, mais en 78, l'année 78-79, affirme aussi dans son programme pédagogique un renouvellement qui passe par cette idée, encore une fois, de pluridisciplinarité et qui se fait de manière très progressive. Donc au début du cursus, on imagine des enseignements qui sont dits monodisciplinaires, je reprends les termes qui sont employés, puis des studios qui petit à petit, à partir de la deuxième année et troisième année, sont pluridisciplinaires, et on imagine au troisième cycle, dès 1978, ce qu'on appelle des laboratoires, qui sont dans la pédagogie, qui ne sont pas encore les laboratoires de recherche que l'on connaît, mais qui s'appellent déjà laboratoires et qui reprennent finalement toutes les thématiques de travail que l'on connaît aujourd'hui dans les laboratoires à Grenoble. Donc ce moment de 78, du fait du déménagement dans la nouvelle école, marque réellement une envie, en tout cas, ou une affirmation dans le programme pédagogique qui est très différent. Ce programme-là est très différent des précédents,
même si voilà, il n'y a pas non plus une rupture, hein, c'est pas quelque chose de complètement différent, mais il y a une volonté en tout cas d'affirmer cette pluridisciplinarité et de la théoriser à travers tout un discours sur la progressivité et la nécessité d'une progressivité pour arriver à la pluridisciplinarité. Et donc ce lien entre nouvelle école, plutôt que d'en parler en termes architectural, puisque ça a souvent été l'occasion pour l'école de Grenoble, me paraissait intéressant aujourd'hui d'aborder du point de vue de la pluridisciplinarité. Merci. Donc vous avez déjà abordé la question que je voulais vous poser après sur la pluridisciplinarité, mais c'est très bien. Mais je reviens avec Gauthier Boll sur la question des locaux, oui. Et le rapport des locaux direct à la pédagogie. Donc dans la création des UP, donc des bâtiments des UP, on est beaucoup, comme on le voit, on ne le voit plus, l'image de Toulouse, ces bâtiments tramés, pouvant être proliférants, etc. Alors qu'à Bordeaux, on est dans une école extrêmement formelle, due à un architecte très présent, en fait, dans l'enseignement. Alors, l'architecte, avec l'aide d'étudiants de l'école, c'est Claude Ferré. C'est l'enseignant qui était le chef d'atelier, le directeur des études, déjà avant 68 de l'école régionale, fils du fondateur de l'école régionale qui était Pierre Ferré. Et il se maintient, donc ça fait partie de ces lignes de continuité que j'évoquais, jusqu'au milieu des années 70. Et il va organiser une sorte de concours parmi ses étudiants. Et il y a un certain nombre de projets ou de contre-projets, ceux qui ne seront pas retenus, qui prônent plutôt le type de projet qui était décrit, donc tramé, modulaire, qui permettrait une forme de pluridisciplinarité, comme l'évoquait Stéphanie. C'est finalement l'équipe du chef d'atelier et directeur des études Ferré qui l'emporte. Bon, projet de lui et de ses étudiants, c'est éclairé dans l'ouvrage par une contribution très précise de Gilles Rago. Et en effet, la composition, parce qu'il s'agit là encore d'une composition de Ferré, affirme une position très, très différente, qui, même si il y a évidemment des locaux pour les nouvelles disciplines qui sont alors introduites dans l'enseignement, comme l'écologie, les sciences sociales, elles sont mises à distance spatialement des lieux de l'atelier et des lieux de la conception architecturale. Ça, c'est très net. Il y a vraiment cette volonté de mise à distance entre les savoirs théoriques et l'enseignement de l'architecture et du projet. Et cette composition qui s'étale très largement dans le site, elle est tout de suite critiquée, notamment au ministère. Il y a des rapporteurs du projet qui disent que cette composition, elle a une forme très particulière, courbe. Elle va figer le bâtiment pour des dizaines, l'occupation du site pour des dizaines d'années, et c'est ce qui s'est produit. Et les extensions qui se sont faites depuis, dans les années 90 et 2000, justement, pour des locaux de laboratoire, etc., se sont faits en périphérie et à la marge de cette composition qui s'était directement étalée dans le site, en reprenant des influences brésiliennes qui étaient chères à Claude Ferré. Alors depuis, effectivement, ce moment-là, s'est développée la recherche à l'école. Et donc, on peut embrayer. Gauthier, vous allez garder la parole pour parler dans les époques plus récentes, de rapport de la recherche à la pédagogie et la manière dont vous le traitez dans l'ouvrage. Alors, cette partie-là, elle est traitée un peu dans différentes parties de l'ouvrage. Elle est traitée dans ces postures théoriques d'enseignants que j'évoquais tout à l'heure, donc des gens comme Isabelle Auricos, parce que, en dépit de cette réaffirmation un peu académique que j'évoquais, l'école, bon an, mal an, va évidemment s'ouvrir, la recherche va se développer, et un des faits très significatifs et très marquants, évidemment, à Bordeaux, c'est la création, dans les années 90, d'une école de paysage. Et donc, voilà, il y a un texte très clair de la position d'Isabelle Auricos, qui était une des fondatrices de cette école de paysage, mais on sent bien, malgré tout, que ça reste des histoires encore un peu disjointes, d'une certaine manière, sur ces aspects-là. Il y a aussi un texte de Claire Parrain sur l'enseignement et la recherche en lien avec l'urbanisme, mais c'est vrai que c'est des parties qui sont à venir pour l'analyse historique d'une certaine manière, on a plutôt sur ces parties-là du développement de la recherche à partir des années 80 laissé la parole de manière assez directe aux témoins. Merci. Et donc Stéphanie, quand vous avez abordé la question de la pluridisciplinarité, en sous-jacent, on avait cette question de la recherche et de son rapport à la pédagogie. Donc si vous voulez vous exprimer là-dessus. C'est-à-dire que ces laboratoires, qui étaient thématisés et qui devaient rassembler différents enseignants et enseignantes, étaient plus ou moins les mêmes, en tout cas étaient calqués sur les mêmes thématiques qui sont devenues par la suite des laboratoires.
Donc, alors cette question de la pluridisciplinarité qui a été abordée bien sûr dans l'après 68, mais qui s'est institutionnalisée au cours des années 70 par une association à Grenoble qui s'appelait l'AGRA, qui a permis par ailleurs à plusieurs des acteurs de faciliter tout le travail administratif au niveau de la signature des contrats, des financements, etc. Nous l'avons abordé dans l'ouvrage à travers de différentes manières, donc bien sûr dans cette introduction avec Sybille, mais aussi, comme tu le dis Gauthier, en invitant des personnes, témoins, non pas fondateurs des laboratoires, parce que nous avions déjà fait des tables rondes avec ces personnes-là que nous avons retranscrites et qui seront certaines, pas toutes, dans l'ouvrage, mais d'autres témoins, par exemple pour Culture Constructive, donc ce qui était Dessin Chantier avec Ferro, qui est devenu Culture Constructive. On a invité Cyril Simonet parce qu'il est passé par ce laboratoire, il connaît son histoire et puis il s'est retiré. Donc voilà, pour avoir différents points de vue sur des moments, certains moments fondateurs de la recherche à Grenoble. Alors ce qui est aussi assez particulier à Grenoble, c'est qu'il y a des personnages clés comme ça qui sont passés d'un laboratoire à l'autre, qui ont initié ces thématiques-là, ou plusieurs, et qui se disent eux-mêmes pluridisciplinaires, donc qui, de leur avis, ne devaient pas avoir recours à la pluridisciplinarité entendue, un sociologue, un historien, etc., mais qui eux-mêmes incarnaient la pluridisciplinarité. Je pense par exemple à Guy Schnegans, qui est venu de l'Institut de l'environnement, donc de Paris à Grenoble, qui est fondateur de ce qui sera le laboratoire Montagne, qui était à l'époque... patrimoine rural, qui sera ensuite très impliqué dans le laboratoire sur la Terre, et puis qui créera le département de design à l'école de Grenoble. Donc des personnages aussi clés avec lesquels on a eu de longs entretiens, on a eu accès aux archives privées, qui témoignent d'une réelle volonté de pluridisciplinarité, mais de manière voilà, assez particulière, en incarnant tous ces personnages à la fois. Alors ça c'est pour donc l'AGRA, je vous en ai parlé, cette association s'est institutionnalisée en 1975 et puis toujours je pense que ce qui est vraiment très fort à Grenoble, c'est la proximité entre l'enseignement et la recherche. C'est-à-dire que c'était, je l'ai peut-être dit, mais je le répète, ces thématiques de laboratoire sont le milieu des années 70 des enseignements. Donc les étudiants au 3e cycle, bien entendu, choisissent l'enseignement qui les intéresse et font partie de cette équipe et feront les 2 dernières années de leur 3e cycle au sein de cette thématique, avec des enseignants de TPFE qui ne sont pas nécessairement architectes, parce qu'à l'époque, les TPFE, on le remarque dans plusieurs écoles, sont plutôt textuels, ce sont comme ce qu'on appelle aujourd'hui les mémoires, et donc les enseignants directeurs des TPFE sont souvent, encore une fois, des sociologues, des historiens, et très peu d'architectes praticiens y sont présents. Donc une réelle présence des SHS quand même à Grenoble dans ces années-là. Là, oui, bien entendu, les enseignements, comme les locaux, sont incarnés par des personnalités. Certaines émergent plus fortement dans les livres. À Rennes, par exemple, ce sont les enseignants sud-américains. À Grenoble, les Brésiliens. À Bordeaux, on a les personnages de Ferrer qui a été évoqué et de Pierre Lajus, qui sont très présents dans le livre. André, si vous voulez nous parler un peu de ces Sud-Américains. Rennes, vous nous avez parlé des Québécois tout à l'heure, mais il y a aussi des Sud-Américains à un moment donné. Oui, et il y a eu aussi des Belges. Mais bon, les Sud-Américains, effectivement, arrivent un petit peu plus tard, dans les années 74-75. C'est intéressant parce que, au fond, avec les Québécois, l'enseignement s'était vraiment axé sur le développement de l'imaginaire, l'imagination. Et donc tout tournait autour de cette nécessité de faire en sorte que l'étudiant, par un long travail finalement sur lui-même et par la production créative maximale, de petits dessins, de papier mâché, de petites productions diverses,
devait arriver d'une certaine manière à inventer quelque chose de nouveau. Enfin, donc l'idée, c'était vraiment le travail sur l'étudiant et par ailleurs, évidemment, il y avait un travail un peu d'exploration. Mais avec ces architectes qui sont venus d'Amérique latine, je pense que les choses ont tout doucement basculé vers un principe de réalité plus important. Deux plus particulièrement ont marqué cette période. Le premier, c'est il s'appelle Pablo Ortúzar. Il venait de Valparaiso et il est passé ensuite par l'atelier d'Oscar Niemeyer. Il arrivait d'Algérie puisqu'il avait été un des acteurs de l'université de Constantine. Il était architecte d'opération à l'université de Constantine. Et donc c'est quelqu'un qui avait cette pratique qui faisait que d'une certaine manière, il pouvait, je dirais, avoir une légitimité opposée à une autre légitimité qui était celle, je dirais, d'une certaine manière, des Québécois qui avaient une tendance beaucoup plus imaginaire et poétique. Et donc, lui a fait je pense qu'il a joué un rôle important. D'ailleurs, les étudiants, encore aujourd'hui, enfin, les anciens étudiants parlent toujours des commandes d'Ortúzar sur cet effort, justement, du travail de l'observation. Hein. Donc, un des classiques, c'était les étudiants on leur demandait de faire 45 dessins sur une goutte d'eau, par exemple. Donc voilà, c'est le genre de commande qui était faite pour travailler justement à le développement de l'observation. Et donc Ortúzar va jouer un rôle important dans l'école parce que à un moment donné, pendant 4 ans, il va aussi investir l'ILAUD qui a été fondé à Urbino, à l'université d'Urbino, et qui a travaillé avec Giancarlo De Carlo, et surtout parce qu'il a consacré de nombreux séminaires qui se sont passés aussi en Bretagne, et notamment à Ouessant, sur le thème de l'environnement comme milieu physique et paysager. Donc, ça a été un premier acteur qui est arrivé donc en 1975 à l'école. Un deuxième est arrivé ensuite, à mon sens, encore plus considérable, puisque c'était un ancien collaborateur de Le Corbusier. Il a été 3 ans et demi, 4 ans ici en France, entre 47 et 50. Serralta. Donc c'est un personnage extrêmement discret, mais dont on dit que Le Corbusier a pleuré quand il est parti de son agence pour rejoindre Montevideo. Le Corbusier lui avait décerné un titre de bon plasticien. Et donc voilà, il est reparti à l'université de Montevideo et il est revenu en France après avoir fait une carrière brillante puisqu'il était vice-recteur de l'université de Montevideo et qu'il avait développé l'enseignement là-bas et créé une agence très active parce que en 1973, comme vous le savez tous, la dictature est arrivée et il a dû se replier en France. Pourquoi ? Parce qu'il avait une épouse qui était française et donc il est revenu dans un premier temps à Saint-Étienne. Puis, pour des raisons politiques, il a dû partir de Saint-Étienne. Il est arrivé à Rennes, où il est resté pendant 10 ans. Et là, il a redéveloppé une théorie qu'a évoqué tout à l'heure Daniel Le Couedic, et il a créé, ce qui s'appelle l'Unitor, puisqu'il avait travaillé chez Le Corbusier sur le modulor. Et donc, il est revenu sur cette question, finalement, des représentations un peu globales allant de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et donc, surtout avec un travail graphique extrêmement intéressant. Je signale que l'Unitor fait partie du fonds permanent du MoMA aujourd'hui. Et donc, en travaillant sur cette histoire, j'ai découvert qu'il y avait des thèses qui étaient publiées sur Serralta
et personne ou peu de monde connaissait ça. Et donc l'idée nous est venue donc de faire en 2022 une grande exposition sur les 3 volets de Serralta avec la Fondation Le Corbusier. Le volet enseignant, puisqu'il a enseigné pendant de nombreuses années en Amérique latine et en France. Deuxièmement, un volet sur sa production architecturale, à la fois donc, en Amérique latine et en France, parce qu'il a notamment travaillé sur le dernier étage de la Cité radieuse à Marseille. On dit que ça a été un de ceux qui a apporté beaucoup à Le Corbusier. Il a travaillé aussi sur Rezé, sur d'autres sites. Et enfin, le plasticien, parce qu'il a créé une centaine d'œuvres qui vont être publiées l'année prochaine dans un bel ouvrage de beaux-arts par le président des curateurs de Paris, et donc qui va sortir en 2022. Donc voilà, c'est ce personnage aussi, je dirais a posteriori, qui était extrêmement discret, a aussi pesé justement dans cette orientation de l'enseignement de l'architecture, qu'il y ait à la fois le travail d'architecte du producteur d'un produit, et en même temps l'architecte qui intervient dans un monde qui est un monde infini, et donc d'une certaine manière dans certains écrits on aperçoit donc déjà bien évidemment c'était pas le début, mais ce lien qu'il faisait justement avec l'environnement et avec la globalité des choses. Merci. Et donc Stéphanie, donc les Brésiliens à Grenoble, importance et mémoire de ce groupe. Bien entendu, oui. Mais avant de parler des Brésiliens, je veux juste dire 2 petits mots sur Jean Benoît. Donc Jean Benoît qui était le chef de patron pendant 30 ans avant 68, sur lequel on a trouvé très peu de choses, mais dont on vient de découvrir une possibilité peut-être d'avoir accès aux archives familiales, parce que dans les archives nationales et publiques, il n'y a pas grand-chose sur Jean Benoît, mais quand même, donc voilà, une personnalité certainement à valoriser par la suite, parce que 30 ans chef d'atelier avec très peu de matière, pour l'instant en tout cas, sur son enseignement. Alors, les Brésiliens à Grenoble, lui, c'est un chapitre assez important. Donc, après 68, Grenoble tourne la page. Alors, Jean Benoît s'en va, et puis c'est un tas de nouveaux intervenants et intervenantes qui arrivent à l'école. Certains arrivent de France, bien entendu, mais il y a quand même pas mal de personnes qui arrivent de l'étranger. Donc Sergio Ferro arrive à l'UP de Grenoble en 72, il y restera 30 ans, mais il y a aussi Carlos Eck avec qui il travaillera, qui arrivera 1 an plus tard, en 73, qui restera 15 ans. Puis Rodrigo Brotero Lefebvre en 75, qui restera 1 an, et ensuite Rui Sauerbrunn. Donc il y a Anna Châtelier qui a écrit un très beau texte sur les Brésiliens à Grenoble qui sera dans l'ouvrage. Mais ce qui est intéressant dans l'arrivée des Brésiliens à Grenoble, c'est ce qu'ils font. Donc toute la pédagogie autour de dessin chantier qui est cette expression qui avait été employée par Ferro déjà au Brésil, mais qu'il reprend en 77 avec Ogoyard. Donc Ogoyard qui travaille énormément sur la ville neuve de Grenoble et le contexte autour de l'école, avec les sociologues Verdillon et un avocat, Liochon. Et donc, il monte, cette idée de dessin chantier, qui est finalement une grille marxiste que pose Ferro et son équipe, qui rend lisibles les rapports de force dans le champ de l'architecture et qui passe notamment par une lecture du chantier et du dessin. Une critique sur la production architecturale, bien entendu. Et donc, voilà, de cette expression part l'idée du montage d'une revue, puis d'un enseignement, puis d'un laboratoire de recherche qui est aujourd'hui culture constructive. Donc, l'arrivée du Brésil à Grenoble a eu tout son poids, et dans les souvenirs et mémoires des étudiants, c'est quelque chose qui les a vraiment marqués. C'est aussi tout un enseignement qui est fondé sur l'idée que c'est par la construction qu'on fait de l'architecture et non pas par le dessin. Donc on construit in situ
et c'est de là qu'émerge le projet architectural. Donc cette idée de l'expérimentation, cette idée du contexte de l'in situ, de toute façon, elle traverse l'école grenobloise dans tous ses laboratoires de recherche. C'est vraiment le point convergent, disons, de personnalités très différentes et de laboratoires de recherche très variés qui se retrouveront sur cette idée de l'ancrage local. Merci. Bon, Gauthier, on est un peu pressé par le temps, donc on va peut-être faire l'impasse sur Ferret et la Jus, parce que je voudrais donner la parole à Constance Ringon qui aborde d'une façon assez importante la question des femmes dans l'école d'architecture de Toulouse, des étudiantes, hein, et pas les enseignantes, oui. Les étudiantes. Oui, on s'est arrêté aux étudiantes. Donc, l'idée était pour nous donc de décrypter comment, dans le cas de figure de Toulouse, les femmes s'étaient saisies d'une formation qui était à l'origine masculine, comme l'a rappelé évidemment Marie-Jeanne Dumont tout à l'heure. Donc, quels étaient leurs profils, leur parcours professionnel. Et donc, brièvement ici, rappelons donc quelques constats sur lesquels nous sommes revenus dans cet article que nous avons coécrit avec Laura Girard. Donc, le premier, évidemment, c'est cette constatation que l'approche de la formation, avant même l'approche du métier, va être lente. Et tout d'abord, avant même que les femmes puissent s'inscrire dans les cursus artistiques à Toulouse, dans l'Académie de Toulouse, un siècle avant, elles peuvent s'inscrire dans toutes les disciplines, sauf le cursus artistique, donc, qui est constitué principalement de peinture et sculpture pour elles. Donc on en est revenu à cette question-là, et on a un petit peu regardé comment se dessinait leur approche, leur intégration aux Beaux-Arts, qui va se faire de manière très progressive vers la section architecture, avec un passage qui se fera tout d'abord via la spécialité de décoration. Donc une approche qui va se faire vraiment, véritablement lentement. Rappelons aussi que les cours deviennent mixtes aux Beaux-Arts de Toulouse à partir de 1913. Et c'est véritablement avec l'institution de l'école régionale qu'on va voir une arrivée peut-être plus franche des femmes, même si elles restent évidemment beaucoup moins nombreuses que les hommes en termes de chiffres. Chiffres d'ailleurs qu'on a eu beaucoup de mal à trouver. On a un corpus de 18 femmes, mais qui n'est pas tout à fait juste, qui sont le nombre de dossiers qu'on a récupérés, mais auxquels s'ajoutent d'autres figures qu'on a pu désigner. Donc une fois l'école régionale instituée, on observe des profils très divers parmi ces femmes à Toulouse, donc plutôt issus de la région, hormis lors de l'occupation, où on va retrouver un certain nombre de femmes qui vont venir du nord de la France, qui vont être mises à l'abri en quelque sorte à Toulouse et poursuivre leurs études à ce moment-là. Donc finalement, ce qu'on observe aussi, c'est que la place des femmes dans cet enseignement de l'architecture, c'est un miroir de la société, donc de ce qui se passe au niveau de l'histoire de France. Et cela va se jouer jusque dans l'atelier. Si on observe qu'entre générations, il y a une entraide, quel que soit le genre, du point de vue des générations précédentes, il existe une sorte d'invisibilité des femmes. Un exemple, c'est évidemment les bizutages. Donc, avec des femmes qui ne vont pas être désignées aussi vivement que les hommes, mais plutôt ignorées. Et on observe qu'un changement va s'amorcer à l'aube de la création des UP, avec notamment la création de l'atelier C qu'Enrico a évoqué tout à l'heure, donc atelier dissident qui est créé en 65 et qui va être dirigé par une nouvelle génération qui entrevoit la place des femmes de manière bien différente de celle qu'on observait auparavant. Un dernier point qui est intéressant à souligner, c'est aussi que s'amorce avec la présence des femmes une diversification du métier, avec des femmes qui vont endosser des fonctions qui vont se détacher du travail même du maître d'œuvre, des femmes qui vont parfois avoir des compléments de formation pour aborder d'autres thématiques, par exemple la sociologie, qui vont s'ouvrir à d'autres disciplines et qui vont intégrer d'autres structures comme les CAUE, ou parfois même des fonctions administratives. Je pense par exemple à des directrices d'école qui sont passées par Toulouse et dont on a retrouvé les noms, donc Michel Tillemont, Nicole Rouloupiac ou encore Mireille Gruber. Merci. Bon, pour conclure, je vais juste dire quelques mots du dernier thème que l'on devait aborder, mais je ne vous poserai pas de questions là-dessus, qui était la question de l'ancrage local. Qui occupe effectivement une place dans tous ces livres. Peut-être Grenoble, on parle un petit peu moins.
du moins d'après le projet que j'ai eu. Donc, inscription des enseignants et des diplômés dans le paysage professionnel local. Alors, en Bretagne, la partie de l'Oquédic s'occupe notamment de la construction de cette identité architecturale bretonne à travers des gens qui ont un lien avec l'école de l'architecture. Et puis André Sauvage nous parle, pour la période plus récente, d'un rhizome breton d'architectes. Vous employez ce terme de rhizome, que je trouve assez intéressant. Donc quand on lira le livre, on en saura un petit peu plus. Pour Marseille, on remarque que beaucoup d'enseignants sont gratifiés d'une notice, d'enseignants qui sont des praticiens locaux, sont gratifiés d'une notice. Pour Toulouse, on analyse également les trajectoires d'un certain nombre de praticiens enseignants. Si dans le moment 68, un certain nombre d'écoles, sauf Bordeaux, si j'ai bien compris, se sont éloignées et ont créé une rupture avec les praticiens locaux, on y est revenu petit à petit et des livres, effectivement, en tiennent compte. Voilà. C'est une conclusion un peu bizarre, excusez-moi, mais on est pressé par le temps, mais on a fait une heure et quart quand même. On a fait 1h15, puisqu'on a commencé en retard. Voilà. Je vous remercie.